Donc, on va continuer les canaux basés sur le crédit. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu. Tout d'abord, commençons par le canal du crédit bancaire. Bon, si la masse monétaire en circulation, la monnaie, M, va augmenter, alors le prix des actifs va augmenter. On peut dire que c'est dû à une certaine inflation, mais quand même, le prix va augmenter. Cela va conduire à une augmentation de richesse nette chez les agents économiques. Comme on a dit que le fait de richesse ici va augmenter. Cela va à son tour, concernant les bilans bancaires, à diminuer le risque moral, qu'on a déjà discuté dans la première vidéo de la série. Donc, si le risque moral va diminuer, les prêts bancaires naturellement vont augmenter. Par conséquence, il y en a un fonds de roulement pour inciter les investissements. Et donc, la production globale va augmenter, ce qui est bien sûr un objectif final de la politique monétaire. De même, pour le deuxième canal bancaire, si les dépôts vont augmenter, dans des agents économiques, par exemple, qui déposaient beaucoup de sommes dans une durée qui est un petit peu courte, alors les prêts bancaires vont augmenter. Parce que, bien sûr, si les dépôts augmentent, la banque aura plus de fonds. Si elle a beaucoup de fonds, elle peut prêter. Et donc, quand elle va prêter la monnaie déposée, l'investissement productif va augmenter, bien sûr. Si l'investissement qui est productif va augmenter, la production globale elle-même va augmenter. De même, c'est un objectif final de la politique monétaire. Concernant le canal de la variation non anticipée des prix, par exemple, les prix non anticipés ont une tendance d'accroissement. Cela va conduire le risque d'antisélection à diminuer. Bien sûr, le risque d'antisélection, on a déjà discuté, je pense, dans la deuxième vidéo de la série. Si le risque d'antisélection va diminuer, les prêts bancaires vont augmenter, bien sûr. Cela va plutôt conduire une augmentation d'investissement qui va bien sûr impliquer une augmentation du produit global. Maintenant, la deuxième question, je te propose par exemple de définir l'ancrage et citer quelques convénients et inconvénients par exemple. Question mécanique de la session normale, donc on peut anticiper qu'elle sera présente dans la session rattrapage. Pas forcément bien sûr. Bon, pour définir l'ancrage en quelques mots, on peut dire que par exemple certains États, pour maintenir le pouvoir d'achat de leur devise nationale, procèdent à ancrer leur devise avec celle d'une devise étrangère d'un autre pays, afin de faire face, par exemple, aux tendances inflationnistes, à condition que le pays qu'on va choisir, elle aura une inflation qui est moindre que notre propre pays. Par exemple, si l'inflation au Maroc, par exemple, est de 8%, et on décide de procéder à un ancrage, on va chercher un pays où l'inflation est inférieure à 8%. Et comme cela, on va ancrer le dirham avec la devise de ce pays, où l'inflation est inférieure strictement à 8%. Pourquoi on fait ça? Bon, il y a plusieurs raisons. Par exemple, on peut citer quelques convénients. La première chose, c'est de contrôler l'inflation en liant la hausse des biens échangés à celle qui est observée dans le pays ancre. Par exemple, je peux citer l'exemple de l'Argentine en 2002. Par exemple, l'Argentine a connu une grande instabilité. Elle avait une plutôt gigantesque tendance inflationniste, où on peut citer que le taux d'inflation domestique à l'Argentine a atteint effectivement les 1000%. Donc un bien qui est à côté par exemple 10 pesos coûte maintenant 10 fois, ou même plutôt 10 plus 10 fois 110. Ça le nouveau prix des biens.
Et donc, l'ancrage du peso d'Argentine avec le dollar a permettait de faire face à ce problème. Le deuxième inconvénient ici, c'est de cibler les taux de change. Pourquoi on veut cibler par exemple le taux de change? C'est juste afin de réduire les anticipations inflationnistes du pays encre et de ralentir aussi davantage l'inflation. C'est peut-être on peut dire une procédure qui essaye de faire face à une anticipation de l'inflation. Le troisième inconvénient ici, c'est l'augmentation en la monnaie. Comment l'augmentation en la monnaie? Par exemple, je peux dire que la masse monétaire un petit peu va augmenter dans un sens géographique et aussi en termes d'échange. Puisqu'on a ancré, il y aura plus d'échanges qui vont utiliser les deux devises. Donc il y a une augmentation de telle ou telle monnaie. Je peux aussi citer un exemple pour le deuxième inconvénient, et qu'avec l'ancrage du peso et dollar, l'inflation en Argentine, qui a été en 1988 par exemple de 100%, je peux dire, a diminué grâce à l'ancrage avec le dollar à juste 10% en 1994. Donc en 6 ans, on a diminué le taux d'inflation par 90%. Mais on ne peut pas dire que l'ancrage n'a pas d'inconvénients, mais plutôt n'a pas des inconvénients. La première chose qu'il faut citer est qu'on va perdre notre indépendance monétaire. De même, on va perdre notre souveraineté monétaire. Et puis, les deux termes, bien plutôt les deux idées, sont presque les mêmes. Ils sont d'une sorte ou bien d'une autre, sont un petit peu interliés. Mais la question ici, c'est quoi la perte de l'indépendance, par exemple, monétaire? Bon, en fait, avec l'ancrage, notre devise nationale est faible. Mais la monnaie étrangère est un petit peu forte en termes d'inflation, par exemple. En termes de la défense contre l'inflation. On subit d'une grande inflation, mais le pays ancre pas vraiment. Cela va pousser les agents économiques à utiliser la monnaie étrangère du pays ancre, plutôt que leur monnaie domestique. Par exemple, dans ce cas, même si on a réduit le taux d'inflation, durant cette période, les agents économiques de l'Argentine, on avait tendance d'utiliser le dollar américain plus que le peso. De même, je peux citer un autre inconvénient, ce qui a été l'exposition aux attaques spéculatives d'autres pays. Par exemple, on peut citer la dépréciation de la monnaie des pays. Comment? Bon, dans la période 1987 jusqu'à 1992 par exemple, un certain pays, plutôt un nombre de pays africains et un nombre de pays asiatiques qui ont ancré leur devise avec le franc français, ou bien plutôt, oui, c'était avec le franc français, mais le franc français a été ancré sur le Deutschmark. Et il y avait des problèmes ici, que la France a subi. Et donc les pays qui ont ancré leur devise sur le franc français ont subi des attaques spéculatives. Par exemple, l'Allemagne, plutôt le Deutschmark, je peux dire, a subi une diminution du pouvoir d'achat par exemple. La France, ayant ancré le franc sur le Deutschmark, ils vont subir la même chose. Et les pays qui ont ancré leur devise nationale sur le franc français vont subir la même chose. Donc même si le pays ancre n'est pas l'origine du problème, si le pays ancre a ancré sa devise avec un autre pays, et il y en a une tendance inflationniste ou n'importe quel choc, les pays qui ont ancré sur celui-ci, je peux dire, vont subir d'attaques spéculatives.